Donc aujourd'hui, nous parlons des nouveaux récits publicitaires et de la communication transformative. Pour cela, j'ai invité donc Adélaïde, David et Marina. Et pour parler des nouveaux récits, en tout cas un récit sincère, il n'y a rien de mieux que de se présenter. Et donc on va commencer par notre récit personnel. Donc je laisse Adélaïde se présenter en 1 minute, et ensuite David et Marina, et puis je vous annoncerai quelque chose en 1 minute également. Est-ce que ça fonctionne? Yes. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Adélaïde Vinet, moi je suis anthropologue. Alors qu'est-ce que ça veut dire anthropologue? C'est que je suis une spécialiste des humains et des comportements humains. Et je fais ce qu'on appelle de l'anthropologie appliquée. Donc je travaille pour le compte d'entreprises, d'ONG, d'agences du gouvernement pour essayer de mieux comprendre les comportements, changer les comportements et potentiellement imaginer, explorer les comportements et les usages de demain. Et c'est sur des sujets très divers et variés, donc ça va de mesurer l'impact de certaines actions sur les publics réfugiés à le rapport des agriculteurs avec la ressource en eau, à faire de l'anthropologie, ce qu'on appelle d'entreprise, donc aller auprès de grosses boîtes comme la RATP, Air Liquide, pour comprendre à quoi ressemble leur culture et comment on peut les aider à se transformer. Je travaille aussi sur les pratiques numériques, les impacts de l'IA générative, donc plein de sujets très très différents avec toujours en commun une approche terrain. On va chez les gens, on va essayer de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, pour derrière prendre des décisions qui sont basées sur ce qui se passe réellement dans la réalité. Voilà. David? Je suis un peu malade, donc je prends un autre micro pour ne pas lui refiler mes miasmes au fur et à mesure qu'on parle. Bonjour à tous, très heureux d'être là aussi. Donc moi, je suis tombé dans l'alimentaire quand j'étais petit. J'ai commencé à travailler chez Danone. J'ai passé un peu plus de 10 ans chez Le Sieur sur des fonctions commerciales et marketing, et 7 ans à la direction du marketing stratégique de Fleury Michon. Et chez Le Sieur et Fleury Michon en particulier, j'ai travaillé sur des projets en direction marketing qui consistait à intégrer les enjeux RSE à l'intérieur du business et à en faire des succès économiques. Je vous détaillerai ça un tout petit peu tout à l'heure. J'étais assez percuté par ça depuis longtemps et je voyais que tout le monde était d'accord pour sauver la planète, mais quand il fallait s'y coller, il y avait un peu moins de monde. Et j'ai utilisé de manière hyper pragmatique le marketing comme un outil en fait, de transformation des entreprises. Parce que quand vous réussissez par le marketing à montrer à la boîte qu'elle a plus à gagner à mettre la RSE dans son business que à le mettre à côté, et ben ça crée un truc de fou qui permet des transformations longues. Et j'ai décidé en 2020 de créer un cabinet de conseil pour faire ça tout le temps. Et je fais ça tout le temps avec beaucoup de bonheur depuis 4 ans. J'enseigne ce sujet-là aussi à Sciences Po à des étudiants que je trouve vraiment top, qui me donnent aussi de l'énergie en me disant la génération qui arrive, ça va cogner. Et j'ai créé en 2013 une plateforme qui s'appelle Réussir avec un marketing responsable, où vous trouvez en open source 90 cas, 90 business cases qui vous racontent des histoires comme ça, de succès économique avec de la RSE inside. Et allez voir, c'est cool. Marina? Oui. Merci David et Adélaïde. Bonjour, donc je suis Marina. Alors moi, je suis une publicitaire repentie. 25 ans d'agence de pub, ça fait beaucoup. Disons que ça m'a aussi formé l'esprit. Très rapidement, j'ai commencé donc dans les grandes agences de publicité françaises, BDDP, BETC 10 ans, ensuite DDB à Paris, puis à New York. Et pendant on va dire cette trajectoire où j'ai atterri au final présidente de TBW à Paris, j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont on communiquait. Et j'ai aussi voulu transformer un petit peu comme David, c'est-à-dire me dire, en fait, je suis passionnée par mon métier, j'adore la communication et je trouve que quand elle est au service de sujets qui comptent, c'est incroyable. Par contre, de plus en plus, j'étais confrontée dans mon métier, et encore plus en tant que patronne, à des sujets qui me semblaient vraiment, voire inutiles ou
j'irais même jusqu'à dire parfois toxique, en tout cas toxique pour la planète, inciter à la surconsommation, etc. Donc, le Covid arrive, et donc j'étais à la tête à ce moment-là de TB Paris, et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour participer au monde d'après ? Parce qu'on parlait beaucoup du monde d'après, et je ne me voyais plus continuer ce métier-là de la même manière, sachant que j'avais quand même essayé d'apporter des transformations au sein de TBWA, mais en fait, quand on n'est pas tout un collectif derrière la même ambition, c'est difficile. Quand on est contre son comité de direction, c'est pas simple. Et je pense qu'en fait, même à ce moment-là, on n'était pas tous autant picousés, ou on n'avait pas pris autant conscience. Je pense que le Covid a quand même marqué un vrai avant-après. Bref, à ce moment-là, comme David, je décide de créer ma propre agence qui s'appelle Nouvelle Air Studio, dédiée au sujet d'engagement sociaux et environnementaux. Et donc, depuis ce moment-là, je m'éclate. J'ai retrouvé la passion de mon métier parce que j'ai l'impression d'être utile et d'accompagner les entreprises dans leur transformation. Merci à vous trois. Donc, nous, je vais commencer par moi parce que, pour être sincère, c'est bien de parler de soi aussi. Donc moi, ça fait 25 ans que je suis engagée sur ces sujets-là. Dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, je me suis énormément investie sur ces sujets-là. J'avais créé chez EMAP planètedurable.com, donc un site, une URL pour lancer le prix des femmes développement durable qui récompensait des associations. On a récompensé plus de 80 et qui avait une action de proximité auprès des Français sur l'environnement, sur des sujets environnementaux ou sociétaux. Donc je suis extrêmement engagée et j'ai d'autres sujets, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Concernant Bayard Média Développement, nous sommes une régie extrêmement intégrée et engagée sur ces sujets-là. Et on a lancé récemment une offre qui s'appelle Bayard Engage sur les nouveaux récits publicitaires à impact. Nous avons eu la chance de recevoir de nombreux prix, dont le prix de la plus grande régie RSE impliquée sur les sujets RSE. Et hier soir, nous avons reçu un prix sur la meilleure campagne OPS avec Refashion et Media Brands sur les sujets d'économie circulaire. Voilà. Alors après, c'est vrai que nous sommes au sein d'un groupe Bayard qui sait raconter des histoires. Donc bien évidemment, nous sommes dans cet alignement de raconter des histoires, même sur des sujets de consommation. Je vais commencer par Adélaïde. Adélaïde, j'ai une question à te poser. C'est qu'observes-tu sur les comportements des entreprises et dirigeants quant à leur impact environnemental et social? Et quel est le rôle de la communication dans ce contexte? Je voudrais vous parler d'une étude qu'on a menée en 2023 avec Ashoka. On a interviewé une quarantaine de PDG d'entreprises de plus de 500 millions de chiffres d'affaires en France, en Allemagne et en Angleterre pour essayer de comprendre ce sujet de transformation sociétale des entreprises, d'impact, de RSE. Comment ils le perçoivent? Est-ce que c'est bullshit total? Qu'est-ce qui les encourage à y aller? Qu'est-ce qui les empêche? Est-ce qu'il y a différentes typologies d'entreprises, de PDG, pour essayer de vraiment comprendre, dans la perception d'un dirigeant d'entreprise, comment est-ce que ce sujet est perçu et quelles sont les difficultés. Donc on a échangé, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité d'être dans la pièce avec des grands personnages. On a eu Kiabi, Nexity, Rémi Cointreau, Lockheed Martin, Coca-Cola, enfin des gros paquebots. Alors, il y a énormément d'enseignements et je vous invite à découvrir le rapport si ça vous intéresse. Le premier, c'était qu'on a identifié un vrai écart entre l'intention, l'envie d'aller là-dessus. Donc là, on ne parle pas de faire de la philanthropie, mais on parle de vraiment changer ses opérations et son business model pour avoir un impact positif sur l'environnement ou sur la société. Il y avait une vraie envie d'y aller, mais un écart avec l'action. Donc, voilà, et ce sujet-là, de l'écart entre l'intention et l'action, on le retrouve un peu dans tous nos projets. Et dans la publicité, c'est un gros sujet. Et ce qui a été très frappant, et un des freins qui expliquait un peu cet écart entre l'intention et l'action, je vous ai amené un petit visuel pour vous le montrer, c'est un écart entre la perception publique et des médias et la réalité de l'expérience. Donc, ce qu'on a vu, c'est donc cette simplicité, cette binarité entre les méchants, les entreprises, les grosses boîtes, les méchants qui veulent pas y aller,
Et les gentils, c'est souvent des startups, ils sont un peu en avance, ils sont trop forts. Et c'est très simple, les gentils, les méchants, c'est comme ça que c'est catégorisé. Et dans le vécu des PDG, la complexité de passer à l'action, avec énormément de difficultés. En design de système, on appelle ça des wicked problems, donc c'est des problèmes très très complexes. Dès qu'on commence à en résoudre un bout, il évolue. Et ils sont très difficiles à faire évoluer. Donc il y a plein de choses, la réglementation, le fait de faire changer la culture à l'intérieur de l'entreprise, les coûts d'opportunité. Par exemple, on avait une entreprise du prêt-à-porter qui nous disait « Ok, moi je veux bien faire du coton bio, mais si je fais du coton bio, ça veut dire que derrière, je vais devoir fermer mes usines et donc licencier. Donc en fait, il faut que je fasse des choix entre le social et l'environnemental. Et c'est quelque chose de très compliqué. Comment est-ce que je gère le fait qu'il faut que je transforme complètement ma supply chain? Donc cet écart, et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'en haut, surtout le public et les médias, on parle avec un langage moralisateur. On parle de faire le bien, on parle d'avoir des bonnes valeurs. Sauf qu'en fait, les problématiques des PDG, c'était des problématiques business, comme l'exemple que je viens de vous donner. Et donc, l'écart entre ces deux choses-là pousse un petit peu à l'inaction. Sachant qu'il y a un biais en psychologie comportementale qui s'appelle le biais de statu quo, qui est très simple. C'est qu'en fait, quand les choses sont complexes, quand les choses sont chaotiques, on préfère ne rien faire. Il y a aussi un principe qui s'appelle hypocrisy avoidance. Donc, par peur d'être dit comme hypocrite, on préfère ne pas y aller. Et ce qui est vraiment ressorti de tous nos interviews et de tous ces PDG, c'est qu'ils avaient une vraie complexité, une vraie difficulté à expliquer la complexité de ce qu'ils étaient en train d'essayer de mettre en place. Et en fait, c'est vrai que c'est une approche différente de la communication traditionnelle. En tant qu'être humain, on a besoin que les choses soient simples. On a besoin de savoir qui sont les gentilles entreprises et qui sont les méchantes entreprises. Et là, ils n'arrivaient pas à communiquer sur cette complexité. Et ce qui est dommage, c'est que quand on ne le fait pas, on fait réduire la visibilité de tout ce que font ces entreprises. Et en fait, on avait beaucoup d'exemples d'entreprises qui mettaient en place pas mal de choses, mais qui avaient vraiment peur de communiquer là-dessus. Et la deuxième partie de ta question, et je vous montre juste rapidement, le rapport s'appelle On the Minds of CEOs, donc si vous voulez le regarder, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai fini ma partie un peu donneuse d'insights et de leçons. Non, mais c'est super intéressant. Voilà, c'était passionnant. Hein. Voilà, tout à fait. C'est un constat à partager parce que c'est important de dire les choses même quand on les fait qu'un petit peu. Et juste là, donc la deuxième partie de ta question, quel est le rôle de la communication là-dedans ? Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la reproduction sociale. Donc la reproduction sociale, c'est le fait que la société se reproduise dans ses structures. C'est l'opposé de la mobilité sociale. Donc c'est le fait que quand on est enfant plutôt aristocrate, on va plus se projeter à faire des grandes études et à aller devenir avocat, alors que quand on est enfant d'ouvrier, on va plutôt rester dans ce type de poste. Et au-delà du côté capital financier, capital social, réseau, un des freins principaux dont on parle très peu, c'est la capacité de projection. C'est qu'en fait, ça ne rentre pas dans le champ des possibles qu'on puisse accéder à certains pans de la société. Et pour moi, les récits publicitaires, tout ce qui est communicant, en fait, c'est une manière de donner à voir d'autres manières de faire, d'autres manières d'interagir avec le monde. Et en fait, à partir du moment où on crée des contenus qui vont être visionnés, écoutés, on a une responsabilité sur ce qu'on donne à voir, sur ce qui pourrait advenir demain. Donc pour moi, quand on prend en compte l'importance de cette projection, c'est très important de prendre la responsabilité de ce qu'on va créer et de l'impact que ça peut avoir sur les comportements de demain. Merci Adélaïde. Je vais donner la parole à David. J'ai une question à te poser, David, mais je te la pose souvent. C'est comment le marketing peut devenir la clé de voûte des transformations à impact? C'est une très bonne question, chère Fabienne. En fait, je parlais de Sciences Po tout à l'heure. Moi, quand je suis sorti de l'école, j'avais fait le choix de faire du marketing. Jusqu'à la dernière année, je ne savais pas trop dans quoi me spécialiser. Je savais que la finance ou le contrôle de gestion, ce n'était pas trop mon truc. Mais je n'étais pas hyper éclairé sur les autres métiers. Et il y a un jour, dans une salle un peu comme celle-là,
Il y a les équipes de Cœur de Lion qui sont venues nous présenter le lancement de ce camembert. C'était 98, hein, c'était un petit peu longtemps. Je garde la trace de sagesse sur ma barbe. Et ils nous ont présenté comment ils avaient analysé le marché, comment ils s'étaient rendu compte qu'un certain nombre de consommateurs passaient complètement à côté de cette catégorie de produits parce que c'était trop statutaire ou trop fort en goût, etc. Ils nous ont expliqué comment ils avaient fait de la recherche et développement pour trouver une alternative avec quelque chose de vraiment différent, onctueux, mais qui ressemblait quand même un petit peu. Et puis après, ils nous ont raconté comment ils avaient porté cette histoire auprès de leurs clients et le succès économique de dingue qu'ils avaient obtenu. Ils avaient l'air de s'éclater. Et le truc, franchement, était réussi. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est pas mal, comme ça a l'air pas mal ce métier. Et je vais faire ça. Oui, ça tient à pas grand-chose. Mais en fait, il y a je pense qu'il y a plein de petites lumières qui se sont allumées. Ce que fait le marketing dans ce que j'avais appris à l'école, c'est connecter en fait le savoir-faire d'une boîte et les attentes des clients. C'est ce que j'appelle le marketing en 2 dimensions. C'est vraiment un passeur, le marketeur, c'est celui qui va rendre possible la rencontre entre le savoir-faire d'une entreprise ou les convictions de ses dirigeants ou des équipes et puis des clients. C'est magique ça comme truc. Et ça permet de faire la promotion, de donner envie, de travailler sur, d'essayer par exemple ce nouveau camembert. Moi, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Le marketing que je prône aujourd'hui, c'est un marketing en 3 dimensions qui conserve ces 2 ambitions. Mais la question qu'on doit systématiquement se poser, c'est est-ce que la décision que je suis en train de prendre aujourd'hui de création de cette nouvelle offre ou de ce nouveau service, elle est compatible avec les enjeux du réchauffement climatique, elle est compatible avec les limites planétaires. Et dans 90% des cas, c'est pas ouf, la réponse. Et là, ça interroge sur la fonction même de marketing. Moi, je plaide pour un marketing stratégique, c'est-à-dire qu'un marketing qui influe sur la stratégie. Et dans un certain nombre d'entreprises, le rôle qu'on dévoue au marketing, c'est marketing plus opérationnel, c'est-à-dire de mettre en musique la stratégie de l'entreprise. Il faut avoir l'humilité de se dire que le marketing, c'est un outil incroyable au service d'une stratégie. Si la stratégie est pourrie, vous faites des trucs incroyablement réussis pourris. Et on a gigatonnes d'exemples. Je pense que si je vous posais la question, vous en avez 10 à me sortir là. Mais à l'inverse, quand la boîte a vraiment pris ce sujet-là à bras-le-corps, qu'elle a essayé des choses, moi je rencontre que des boîtes comme ça. J'ai un petit biais aussi par rapport à ça. Mais néanmoins, si elle n'utilise pas les outils de marketing et de communication, en fait, elle a fait tous les efforts. Elle a pris tous les surcoûts de R&D, de sourcing, de matières premières, etc. Tu parlais du coton bio, c'est effectivement beaucoup plus cher. Et elle ne se donne pas les moyens d'en tirer les bénéfices. Donc c'est un truc complètement schizo en fait. Et souvent, il y a des boîtes qui nous disent on a essayé, ça n'a pas marché. Ils n'ont juste pas raconté leur histoire, donc pas rencontré leur public, et ils se découragent. Donc il y a un enjeu vraiment, le marketing en 3 dimensions, c'est un marketing qui challenge la stratégie, donc qui remonte sur des sujets de raison d'être, qui remonte sur des sujets de réconciliation du court terme et du long terme. Ça, c'est vraiment un truc fabuleux dans ce métier, c'est de se dire, est-ce que le chemin que je prends là, il m'emmène... Vous savez, il y a une boîte qui s'appelle l'Institut des futurs souhaitables, qui a très bien théorisé ça, qui permet d'expliquer qu'à partir d'un chemin A, en fonction d'un instant de décision, vous avez 18 options possibles, voire 50 qui s'offrent à vous. Celle que vous allez choisir va ouvrir à son tour 18 options possibles et vous arrivez à des endroits extrêmement différents. Et ben, pour moi, l'enjeu du marketing durable, c'est un marketing qui se pose la question du long terme pour ramener la décision à court terme en disant est-ce que ce que je fais là, ça va m'amener dans la direction dans laquelle je veux aller à moyen terme. Et comme ça peut paraître simple, peut-être un peu philosophique, mais si on regarde les choses objectivement, et on a du mal à le faire pour tous les biais qu'a commencé à évoquer tout va bien, qu'a commencé à évoquer Mademoiselle Luvinet à l'instant. Les limites planétaires, on les a dépassées
pour 6 d'entre elles sur 9. La 7e est en passe d'être dépassée. Et en fait, on l'a vu très bien pendant le Covid, tu l'évoquais tout à l'heure, une entreprise qui n'a plus accès aux matières premières qui servent à faire ses productions, elle plie bagage en 48 heures. Et le sujet, pour une grande partie des boîtes aujourd'hui, c'est la capacité à continuer d'être en mesure de s'approvisionner à 5 ans ou à 10 ans. C'est pas loin, hein, 5 ans ou 10 ans. Notamment sur toutes les productions agricoles. On a vu des inflations absolument incroyables, des ruptures de matières premières. On sait que les zones de production vont évoluer de manière radicale dans les années qui viennent. Et pour l'instant, on ne va pas à la vitesse à laquelle va le réchauffement climatique. Donc il y a plein de boîtes qui vont se retrouver totalement percutées par ces enjeux-là. Et donc, même si on ne le fait pas pour des enjeux de long terme et de donner une meilleure vie à nos enfants, c'est un enjeu simplement de survie pour la boîte. C'est quand même intéressant de s'intéresser à ça. Et le marketing, pour le coup, est un outil extraordinaire pour permettre ça. Parce qu'il va rendre cette offre compatible, désirable, la connecter avec les publics. Et là, je vais faire une transition incroyable en passant la parole à Marina, en disant que pour faire ça, il faut raconter des histoires, même si elles ne sont pas parfaites à l'instant où on décide de les raconter. Alors justement, la question pour Marina, c'est faut-il être parfait pour communiquer ? Je fais une petite parenthèse parce que je poserai une question qui n'était pas prévue à David ensuite, mais je te laisse, Marina, développer le fait qu'il ne faut pas être parfait, justement, pour communiquer. Merci. En fait, je voulais rebondir sur la dernière chose que tu as dite, parce que hier, il s'avère que j'ai monté un événement autour de l'économie circulaire pour GS1, et ça avait lieu hier au Centre Pompidou, et il y avait une phrase super intéressante d'un des intervenants qui disait « Plutôt que de lutter contre l'obsolescence programmée des produits, luttons contre l'obsolescence programmée de nos business ». Et c'est exactement ça. Enfin, j'ai trouvé la punchline assez intéressante en tant que publicitaire, parce qu'on ne se refait pas. Mais je trouvais ça intéressant parce que finalement, tout ça, on le fait. Oui, on peut avoir des valeurs, etc. Mais justement, on est par-delà le bien et le mal. Aujourd'hui, il s'agit de la survie, évidemment, de la planète, mais surtout de l'humanité, puisqu'en fait, la planète, elle s'en fout. Elle va survivre. C'est surtout notre humanité, qu'est-ce qu'elle va devenir. Et la survie, du coup, de nos business. Donc, même si on ne le fait pas par les valeurs, il faut le faire par juste pragmatique. Par nécessité. Par nécessité, absolument. Pour justement répondre à cette vision de moyen terme, voire de long terme. Voilà. Mais je reviens à ta question, Fabienne. Faut-il attendre d'être parfait pour communiquer ? Évidemment que non, puisque nobody's perfect. Hein, donc, et même les nouveaux business qui se créent, qui sont 100% green, il y aura toujours quelque chose qui n'est pas parfait. Donc si on attend d'être parfait, on est dans l'inaction et on se rend compte aujourd'hui du coût de l'inaction. En revanche, c'est vrai que je dirais que derrière ta question, Fabienne, derrière la perfection, je dirais qu'il y a surtout l'action. Et ça, c'est aussi quelque chose, moi, qui m'a beaucoup mue dans la création Nouvelle Ère, c'est-à-dire, parfois, j'ai des clients qui viennent me voir, je dis, vous ne pouvez pas communiquer, effectivement. Et non pas parce qu'ils ne sont pas parfaits, mais parce qu'ils ne sont pas passés à l'action. Donc, je dirais, plutôt que la perfection, allons chercher l'action et communiquer sur des vraies actions tangibles. Après, les actions ne sont pas forcément incroyables ou justement parfaites, mais déjà être en chemin de progrès, montrer qu'on est en train de bouger. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est quelque part communiquer oblige. Donc si par exemple on dit nos objectifs, c'est de réduire de 60% par exemple les déchets plastiques, on a posé ça en com, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, c'est en cela aussi que la communication est transformative. Et donc, moi, j'aime beaucoup notre trio, parce que je trouve qu'on a là les ingrédients importants et clés de la transformation des entreprises. Bien comprendre les leviers, mais aussi les freins de nos consommateurs citoyens. Derrière, impacter via le marketing, donner des offres qui correspondent à une stratégie qui va essayer de moindre impacter l'environnement et le social. Et après, si on ne le communique pas, il n'y a pas d'impact. Donc la communication est fondamentale. Et c'est vrai que personnellement, étant passée dans les agences extrêmement créatives, moi, je me suis dit, mais en fait, on a des leviers créatifs incroyables. On sait exactement ce qui marche, les leviers, l'humour, parfois l'exagération, etc. Mais pourquoi on n'utilise pas ces leviers incroyables au service
de sujets qui sont intéressants. Donc, et ça... Je fais une toute petite incise, si tu me permets, parce sûr. que c'est vrai que c'est des sujets compliqués, les sujets RSE, sur lesquels on doit faire une pédagogie, on ne peut pas raconter l'histoire exactement de la même façon. Et ce que ça a produit historiquement, mais c'est ça que nous, on veut changer, et on est tous, vous avez vu, mobilisés dans cet objectif, ce que ça a produit, c'est des communications ultra chiantes. Ouais. C'est-à-dire que, comme on veut bien faire et raconter l'histoire en détail, comme on est plutôt sur une dimension très rationnelle de dire et de chiffrer, etc., alors on les a pas mis là pour pas... Mais on a des communications où on s'emmerde et qui marchent pas, du coup. Et ça crée une espèce de biais de nouveau de confirmation où on dit, bah, tu vois, on a communiqué, c'était un souhait des clients, mais en fait, ça n'a pas marché. Et on va vous montrer tout à l'heure des communications qui utilisent tous les leviers dont Marina parle, qui sont des leviers créatifs ultra puissants quand on les met au service d'un projet d'impact. Et qu'on autorise la création à lâcher les chevaux comme elle sait si bien le faire, il se passe des trucs de psychopathe. Et bah voilà, nous, c'est ça qu'on veut faire. Et je voulais citer, bon, évidemment, tout le monde connaît l'exemple de Patagonia, Don't Buy This Jacket, et puis 2 ans plus tard, ils communiquent sur Better Than You en montrant un short de surf reprisé. Mais on connaît bien ces exemples-là. Par contre, on connaît un peu moins, et ça vient répondre à ta question sur l'imperfection, qu'à un moment donné, ils ont été attaqués parce que le duvet de certains de leurs produits venait d'oies gavées pour le foie gras et plumées à vif. Et donc, il y a l'association défense de protection animale Four Paws qui les avait attaqués. Et plutôt que de dire « Ouh là là, c'est très mauvais pour nous », parce qu'en fait, c'est vrai que Patagonia, c'est quand même un modèle quasi parfait, je dirais. C'est quand même très, très évolué dans l'engagement. Mais là, effectivement, c'était un peu le trou dans la raquette. Eh bien, plutôt que d'avoir peur, etc., ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « Ok, on est nuls, mais on va transformer la filière du duvet ». Ils ont créé une filière de duvet garanti sans oies gavées et sans oies plumées à vif, ce qui est assez atroce. Et donc c'est vraiment intéressant de se dire, être authentique, reconnaître ses erreurs, être sur un chemin de progrès, être dans la transparence. J'aime beaucoup aussi le slogan de Cogent qui dit « On n'est pas parfait, mais on y travaille ». C'est exactement ça. Et donc, montrer toutes les initiatives positives que vous faites, avec un objectif probablement plus grand, mais voilà, de toute façon, on est tous au même niveau, hein. Enfin, on doit tous progresser, donc il n'y a pas justement de mauvais ou de méchants ou de bons. En fait, on est tous un peu dans la complexité et on se débrouille comme on peut, voilà. Et je voulais juste dire, parce que moi, j'ai assisté à une grande transformation. J'avais travaillé pour Unilever quasiment pendant 10 ans en Europe et ensuite aux États-Unis. Et j'ai trouvé ça incroyable quand Paul Polman a repris la présidence globale d'Unilever. Donc, il met en place son programme Sustainable Living Plan. Et il dit, bah voilà, donnez-moi 10 ans. Il va voir les actionnaires d'Unilever. Bon, il a été sûrement très convaincant en disant, je ne peux pas vous délivrer des résultats au trimestre. Ça ne marchera pas. Moi, j'ai une vision à long terme. Laissez-moi le temps. Ne me demandez pas des résultats. Mais par contre, je vous garantis qu'au bout de 10 ans, vous serez content. Et en l'occurrence, entre 2009 et 2017, l'action d'Unilever s'est multipliée était 2 fois plus importante que celle du marché, enfin du secteur. Et je crois que la rentabilité des actionnaires à la fin des 10 ans était de 240%. Donc, sustainability is good for business quand il est bien fait. Tout à fait. Et c'est vrai que ce type d'exemple, on aimerait en voir plus. En tout cas, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont dans cette dynamique-là, dans cette action-là. On l'a vu récemment avec le groupe des fromageries Belle et la rémunération donc des agriculteurs. Donc je pense qu'il y a des signaux, des bons signaux, pour citer que cette entreprise, mais il y en a plein d'autres. Donc il y a des bons signaux et nous souhaitons, nous, accompagner bien évidemment ces marques. Pas plus tard qu'hier soir, il y a une société qui a déposé le bilan il y a quelques semaines, une grande entreprise française, et elle m'a appelé hier soir pour travailler ensemble son nouveau récit. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines entreprises sont prêtes
et nous sommes en mesure de les accompagner. Alors tout à l'heure, j'ai présenté Bayard Engage, donc l'offre Bayard Engage. L'offre Bayard Engage a un mot qui fonde tout, la coopération. Et par rapport à ça, c'est pour ça que je suis accompagnée d'Adélaïde, de David et de Marina, qui rentrent dans l'écosystème donc de valeurs de Bayard Engage pour accompagner les marques dans leur transformation en ce qui concerne les nouveaux récits publicitaires. Et en travaillant l'ensemble des pans qui font que le récit ait un impact. Ce que j'aimerais... Merci beaucoup. Ce que j'aimerais avant tout, c'est passer sur des exemples concrets. Donc à quoi ressemble ou pourrait ressembler un récit publicitaire sincère et qui engage, parce qu'il y en a certains aujourd'hui qui existent. Donc je vais laisser Marina présenter sa sélection et ensuite David et Adélaïde finir sur cet élément-là. Moi, c'est vrai que le cas back market, on va avoir pas mal de publicité de back market, mais l'évolution au cours des années, moi, ce que j'ai adoré chez cette marque pour justement faire la pédagogie du reconditionné, en fait, le constat, c'était reconditionné, ok, c'est pas cher, mais ça craint un peu, j'en suis pas trop fière, je vais le cacher. Donc, en tout cas, quand back market est venu sur le marché, c'était un peu ça l'idée. Et eux, ils ont voulu renverser les valeurs. New is old. Donc l'idée que le neuf, en fait, c'est complètement has-been, que en fait, il faut lutter contre déprogrammer l'obsolescence, que c'est pas neuf, mais c'est nouveau. Enfin, je crois qu'il y avait énormément de super slogans dans leur publicité. Black Friday, justement, ils disaient chez nous, ça s'appelle juste vendredi parce que tous les vendredis sont Black Friday chez nous. Et ne minimisant pas quand même l'impact du fait que c'était moins cher. Et donc ça, ils l'ont toujours mis au cœur aussi de leur communication, donc c'est important. Donc la partie économique reste compétitive, mais ils ont vraiment eu une communication de valeur pour les inverser. Et donc on parlait des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, comment on impacte les gens. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus aucun problème. On est même fiers d'avoir un téléphone reconditionné parce que ça veut dire qu'on est smart, que justement, on fait attention à la planète, etc. Mais c'est vrai que quand ils se sont lancés, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est eux qui ont fait le boulot. Alors maintenant, Orange reprend. Et alors c'est ça qui est intéressant, c'est que bien sûr qu'il faut des trublions au départ des startups. Alors Back Market n'est plus du tout une startup, mais à l'époque ça l'était. Ils ont été challengers du marché des iPhones, enfin des téléphones et des petites électroniques en général. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que Orange continue le travail et donc avec toute la puissance j'allais dire un institutionnel, non, mais oui, c'était quand même France Télécom avant, mais d'un gros acteur sur le marché qui est établi, mais qui du coup, lui aussi, va reprendre ses messages sur le reconditionné. À Noël l'an dernier, en fait, ils ont dit un peu de magie, beaucoup de reconditionnés, donc une vraie campagne. Et là, on peut voir la dernière. Ouais, je la lance. Oui, alors avant que tu la lances, juste dire que justement, ce que je trouve intéressant chez Orange, c'est que l'engagement ne se réduit pas juste au reconditionné. Justement, cette année, il lance un nouveau téléphone anti-harcèlement, justement pour protéger les jeunes. Ils savent qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est notre connexion permanente avec les écrans, et notamment chez les ados. Donc, comment eux, Orange, inventent, innovent pour sortir un iPhone qui s'engage auprès des jeunes. Donc la séquence publicité. Et des parents, du coup. La séquence publicité, avant de laisser la parole à David et Adélaïde pour conclure. Ah, tu veux pas me montrer le film ? Ah, ouais, d'accord. Moi, je rebondis en attendant la vidéo. Je trouve ça intéressant ce que tu dis sur rendre le nouveau has-been et comment est-ce le marketing de la sobriété, c'est rendre la sobriété, changer les normes sociales autour de la sobriété. C'est vrai que tout ce qu'on associe traditionnellement à l'écologie, c'est vert, c'est terne, c'est triste, c'est se priver. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire pour faire changer cet imaginaire-là. Et je laisse la parole à la pub. C'est ça. Mais alors, par contre, on ne voit pas Fabienne.
Ouais, c'est pas connecté, on dirait. Pour ce Noël, mes chers parents. Alors, je continue à réagir pendant que la tech continue pour pas vous faire attendre. Et aussi, je trouvais ça intéressant ce que vous disiez tous les deux sur l'humilité. C'est vrai qu'on voit peu de récits publicitaires ou de communication sur assumer l'erreur, assumer la difficulté. Et pour moi aussi, un récit publicitaire transformatif, c'est un récit publicitaire qui comprend à qui il s'adresse. Donc n'est-ce pas prendre les gens pour des idiots et aussi prendre le temps de les comprendre. On a mené une campagne de communication en interne auprès d'un grand industriel français sur des sujets énergétiques, donc qui était en train de lancer en interne des grandes campagnes de comment est-ce qu'on s'engage vraiment sur la transformation énergétique. Et la team en interne était partie sur ok, en fait on va rendre ça cool et on va dire allez, on y va à nous tous sur la transformation énergétique. Avant de lancer cette campagne, on a fait un terrain auprès de tous les collaborateurs à l'international qui sont des ingénieurs, qui ont une culture. Ils nous ont décrit l'entreprise comme une grande dame qui regarde un petit peu avant de poser son pied. Et qu'en fait, pour eux, une communication transformative, c'est une communication qui prend en compte la culture de l'entreprise. Donc en fait, on va répondre à vos questions, on va vous expliquer toute cette complexité, on va vous montrer là où on s'est trompé et on va rester humble. Et je trouvais ça hyper intéressant. On a travaillé avec une agence de com qui était vraiment partie sur des intuitions de communication qui en fait fonctionnaient pas du tout avec cette cible. Et c'est vraiment prendre le temps de réfléchir et de parler et de faire du terrain auprès des personnes à qui on s'adresse. Peut-être David, avant de finir par le spot, et puis vos questions surtout. Moi, je trouve que l'exemple là qu'on va voir, il est incroyable parce que effectivement, la tentation quand tu commences à communiquer sur les sujets RSE, c'est presque de t'excuser de le faire. Alors soit c'est chiant, soit tu te dis ouais, je lance une petite offre à côté et tu expliques à quel point elle est mieux que l'offre d'à côté. Et finalement, d'un point de vue rhétorique et je pense anthropologique, quand tu dis ça, tu justifies l'offre d'à côté beaucoup plus que tu ne fais la promotion de ta propre solution. Et pour moi, un des enjeux, tu as commencé à le poser tout à l'heure, c'est de dire, voilà le nouveau standard de marché que je propose. Et l'objectif, c'est qu'on ait le sentiment, parce que c'est tellement bien présenté, que tout le reste est complètement dépassé. Et quand on va commencer à s'autoriser à faire ça, on va franchir des pas de géants. On a besoin de franchir ces pas de géants. Et l'exemple de Orange et Back Market, il est génial parce que tu as Back Market en 1 qui joue son rôle, comme tu l'as dit, de trublion, qui met les pieds dans le plat, qui questionne la société. Eux, ils ont tout à gagner parce qu'ils n'ont que ça. C'est leur business model. Et donc, ils y vont à fond et ils jouent cette carte-là. Et effectivement, ils réussissent à obtenir un certain succès. Ils sont licornes aujourd'hui, ils sont financés de ouf. Bon, et tout le monde regarde en se disant putain, ils sont en train de nous faire quelque chose. Et Orange, à sa façon, quelques années après, quand tu es bien installé, tu es moins réactif, mais quelques années après, prend le truc à bras-le-corps. Et effectivement, la campagne, vous pouvez la retrouver sur les réseaux, mais que tu citais de l'année dernière sur « Je fais un cadeau à Noël et c'est un téléphone reconditionné et c'est le summum du chic », elle est ouf, cette campagne. Et une campagne comme ça, 10 ans avant, laisse tomber, ce serait passé à côté. Donc il y a cette capacité à saisir le moment, à prendre les bons codes et à donner de l'amplification au projet qui peut faire basculer les choses de manière incroyable. Moi, je trouve que c'est le très grand pouvoir de ce métier et je pense qu'on a besoin de l'utiliser et de se faire confiance pour l'utiliser. Pour réussir à faire ça, il faut aligner bonne connaissance client, une capacité à challenger l'offre de manière profonde et sincère et une capacité à raconter l'histoire. Moi, je trouve que la bataille aujourd'hui, elle est vraiment culturelle. Et on l'entend de plus en plus dans les conférences, etc. Alors ça, c'est ma touche personnelle, mais dans mon côté un peu idéaliste, c'est changer le monde, c'est aussi changer les mots du monde et trouver les images pour l'incarner, ce nouveau monde. Et des images qui donnent envie, des mots qui embarquent. Bon, c'est difficile, hein. Pour l'instant, on n'y est pas beaucoup arrivé, mais en tout cas, moi, ça me donne beaucoup d'optimisme sur l'avenir de nos métiers. Donc on va finir par, parce que je pense que vous avez très très faim, donc on va finir par de la pub, et puis on vous dit à très bientôt, parce qu'il y aura une suite, bien évidemment, de notre conférence. En tout cas, on ne lâche pas le morceau.
Et on continue avec vous. La pub. Pour ce Noël, mes chers parents, s'il vous plaît, il est important. Offrez-nous un smartphone pour Noël. On vous en supplie, un smartphone pour Noël. Vous êtes bien trop jeune, encore des enfants. Passez trop de temps sur les écrans. Non, pas de smartphone pour Noël. Mais on connaît tous les dangers. Les sites interdits et les faux amis. Les messages qui blessent, les photos de fesses. Arrêtez de stresser, on n'est plus des bébés. Vous voulez nous couper, nous surprotéger. Quand on avait votre âge, pas besoin de smartphone. Parce qu'à votre époque, y avait pas de smartphone. Cyberharcèlement, c'est ça plus inquiétant. Vous n'êtes pas préparé à être si connecté. Non, pas de smartphone pour Noël. Pas de smartphone pour Noël. Pas de smartphone. On vit une dictature, une injustice pure. Donnez-nous une chance, faites-nous confiance. Non, pas de smartphone, c'est trop dangereux. On vous promet, on sera sérieux. Non, pas de smartphone pour Noël. On vous en supplie. Pas de smartphone pour Noël. On n'aura plus d'amis. Pas de smartphone pour Noël. On vous entend, parents et enfants, vos préoccupations, vos revendications, et on peut vous réconcilier avec Saferphone cette année. Un smartphone reconditionné, de qualité cybersécurisée, livré conseils personnalisés. Si vous êtes harcelé, blocage intégral des numéros suspects, plus besoin d'être inquiet, voilà ce qu'on voulait. Saferphone pour Noël, Saferphone pour Noël, Saferphone pour Noël. Donc tout ça pour vous dire que parfois il faut savoir aussi gérer la pub. Hein. Mais en tout cas, quand le plus grand acteur du secteur des télécommunications français fait cette pub, ça envoie un message très fort. À nous tous. Hein. Eh bien écoutez, bon déjeuner et puis on vous dit à bientôt. Au revoir.